Dans le lagon, jusqu'à Paramédé, jusqu'à Lilloin. Jusqu'à Lilloin. Après, c'est plus la partie extérieure derrière le Paramédé, on va aller. Et puis en bas jusqu'à la fois, tout à vue. Pour te dire la vérité, je ne m'en rappelle plus depuis quand. Parce que j'ai commencé à pêcher, on avait les pieds dans l'eau. Les pieds dans l'eau, alors on attachait une petite bouteille, une ligne, on était tout petit. Et puis après ça a commencé, je suis venu à Nouméa et on n'avait pas beaucoup de moyens, quoi, si tu veux. On s'est mis à travailler sur le quai, comme docker, et j'ai acheté une scène. Alors là, à partir de ce moment-là, on a commencé à se mettre de l'eau jusqu'aux genoux. Et on avait toujours peur des requins aussi, parce qu'on a toujours été très sensibilisés pour les requins. Et on a commencé à attraper du poisson. Ça, les parents étaient contents, tout le monde était content, les frères étaient contents. Et voilà là-bas au large, voilà les remis. On va les voir aux cailloux peut-être. Et après, petit à petit, en arrivant à Nouméa, j'ai grandi à l'école. Après, j'ai fait l'école buissonnière en terminale. Tous les vendredis après-midi, je n'allais pas à l'école. Parce que j'avais fait connaissance avec des pêcheurs professionnels. C'était l'époque des bateaux à vivier. Alors là, je me suis dit, la passion étant toujours là, je me suis dit, je vais apprendre. Et le seul moyen d'apprendre, c'est avec les vieux. Ah, les épaules, on a une centaine là. On va se préparer. Un hameçon. T'as un hameçon? Et ton avançon, il est en combien? En 60 centièmes? Tu vois, le truc, c'est que... Regarde les hameçons, Arnaud. Les hameçons sont dans le marc café sec. Ah, pourquoi? Mais comme ça, ils ne roulent pas. Ah, oui. Parce que le marc café, il est gras. Est-ce qu'il faut un plomb? Non. Attends, bouge pas, je reviens, je mets les appâts. Le soleil commence à monter sur le lagon sud, un coup de pêche avec Paul et deux amis. Après avoir pris les appâts à l'épervier sur la plage d'un îlot, nous voilà à la dérive, à préparer les lignes. À la canne ou avec une ligne franche. Même si la pression de pêche est importante si près de la ville, il n'y aura pas à attendre bien longtemps pour avoir les premières prises. Une petite loche au nom local. Une Witoé. Ça, ce qu'on appelle ça, c'est une loche Witoé. Je ne sais pas pourquoi Witoé, parce qu'ils ont dû les attraper à Witoé dans les premiers pêcheurs. Ça, c'est la vraie grisette, ce qu'on appelle nous la grisette. L'autre qui est presque la même chose, mais n'a pas la même forme. Ne tire pas, tu vas. Bouge pas. Attends, viens par là. Attends, c'est un perroquet, hein. Moi, je vais le prendre à la main. Hein. Voilà. Ça, c'est un perroquet banane, parce que ça, c'est un gros. Et puis moi, j'ai aussi un autre. Attention, laisse-le travailler, Thierry. Laisse-le travailler, force pas. Voilà, moi, j'ai un gros botturon aussi en même temps.
bouge pas, je vais m'en occuper avec la main. Un perroquet banane, couleur vive des poissons du lagon. Tu es content, ma fille. Puis regarde. T'as le 600 après. T'as vu le... Pas de grosse prise ce matin, mais du plaisir sans aucun doute et de quoi faire un bon repas. C'est cette pêche vivrière qui est au cœur du mode de vie des Calédoniens. Le lagon est en bonne santé, mais une santé à surveiller, à préserver. Un lien à la mer bien vivant que les Calédoniens cultivent partout, tant sur la Grande Terre que dans les îles de l'archipel. Je pars pour Ouvéa. 25 km de plage d'un seul tenant. Et quelle plage! À Ouvéa, les couleurs vous brûlent les yeux, dégradées de turquoise, infinité de nuances. On la surnomme l'île la plus proche du paradis. Ça paraît plausible. C'est un atoll. Ici, la pêche avec un vaste lagon fait partie de la vie des habitants. Comment pourrait-il en être autrement d'ailleurs? Pas d'autres ressources sur l'île, hormis le copra qui alimente une savonnerie. Difficile ici de faire la différence entre pêche vivrière et pêche commerciale. De toute façon, tout le monde pêche, a pêché ou pêchera. Un banc de blanc-blanc longe la plage. Un coup d'épervier et c'est un repas assuré. Enfin, pour ceux qui maîtrisent le geste. On ne prélève ici que ce que l'on va manger, et puis on s'arrête là. Depuis 2008, le lagon d'Ouvéa est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. À 2 pas de la plage, j'entends que l'on frappe le bois. À Ouvéa, vous n'êtes jamais à l'abri d'une rencontre étonnante de modernité. Tous les bois que je travaille, c'est que de la récupération, c'est que des arbres morts. Depuis que j'ai ouvert l'entreprise, j'ai fait que de la récup. Donc maintenant, certaines personnes me les ramènent. Quand il y a les lagages, tout ça, tout le monde ramène le bois à la maison, ensuite je le travaille. Et tout le dépôt là que vous voyez, c'est pour ça qu'il n'y en a pas énormément, c'est stocké dans des sacs, dans des cartons. Et ensuite c'est redistribué aux familles qui ont des toilettes sèches et à certaines mamans qui possèdent des pépinières et qui font du compost avec. Ma vision à moi, c'est ça le gardien de ma mère. C'est qui porte une couronne avec le bénitier. Le bénitier chez nous c'est quand même quelque chose de protégé. Le tricoréier aussi, c'est des espèces protégées. Le nautile, c'est endémique, c'est quelque chose qui est protégé, très protégé. La tortue derrière, c'est aussi c'est une espèce qui est protégée, donc interdit à la pêche. L'arrêt, c'est pareil. Et chez nous, le requin, il est très, très protégé aussi à la nurserie. Il y a des espèces qui, elles, naissent que dans cette nurserie, donc c'est bénéfique. Et en plus, la réserve, quand elle va jusqu'au bout, il y a la mangrove aussi. Donc cette réserve ici, cette nurserie et celle de Saint-Joseph, ça représente les 2 poumons de l'île. Donc si ces 2 poumons, il y en a un qui est affecté, le lagon va subir les conséquences, quoi. Donc voilà, c'est juste... mais ça, c'est des paroles que mes oncles m'ont dit, voilà, que c'est juste des répétitions. Des paroles qu'on donne aussi à nos enfants, à nos petits, les neveux et tout. C'est juste pour qu'ils retiennent et eux le feront après-demain. Sei croit en ce mode de vie, à cette transmission. Être d'Ouvéa, c'est grandir avec ses règles. Elles ont permis jusqu'ici de maintenir un équilibre entre les besoins alimentaires et les besoins de développement. Au pied du pont de Mouly, je rejoins Alibi, qui cherche des appâts pour la pêche de cette nuit. Il propose de m'emmener. Les appâts varient selon la période de l'année. Mais ce qui est drôle, c'est que les pêcheurs se communiquent. Ici, on ne cache pas les informations. Parce qu'il peut arriver des fois qu'on se retrouve et qu'il y ait un pêcheur qui a mal pêché.
Et des fois, ils posent la question à l'autre qui a bien pêché, en fait, c'était quoi ton appât aujourd'hui? Est-ce que tu étais plus vers le bord ou plus vers le large? Tu vois, toutes ces informations-là, on les partage. La journée touche à sa fin sur cette ébauche de paradis. Un lagon pour terrain de jeu, une mer nourricière, ces enfants vivent au cœur d'un écosystème splendide et fragile à la fois. L'avenir de ce mode de vie repose sur la capacité des Iliens à gérer la ressource, la pression touristique et le développement. Alibi possède son propre bateau de pêche, adapté à ses besoins et au lagon d'Ouvéa. Un de ses fils, Ludovic, est venu lui donner la main. La plate en aluminium reste au bord. Les moyens changent, imposant de nouvelles règles. Le temps est calme. Le bateau file tranquillement vers le centre du lagon d'Ouvéa. C'est le coin de pêche d'Alibi. Il a ses raisons. Ben, on va plutôt vers des endroits... Moi, je suis plus au milieu du lagon. On y va devant parce que le plus gros du volume de poissons est concentré au milieu du lagon. Et les espèces, c'est le bec de canne, c'est la loche crasseuse, la loche bleue aussi. De temps en temps, on empêche des mécois. Quand on a commencé à pêcher, il n'y avait pas tous ces instruments-là de navigation. Mais nous, on a encore aujourd'hui, on l'a encore avec nous. Je ne sais pas si les jeunes derrière arrivent à se retrouver quand ils sont en panne de GPS. Mais nous, on l'a encore, on l'a les deux. Parce que c'était quand même quelque chose qu'on avait appris avec les vieux, c'est se diriger dans le noir. Et là, aujourd'hui, on a plus de lumière. Moi, je me rappelle à l'époque, quand on pêchait avec les vieux, on avait coutume de mettre une lampe fanale là où, devant chez soi. Pour pouvoir rentrer facilement. Et puis, on était à la rame aussi. Alors on savait que voilà, on se dirigeait en fonction des étoiles. Ça, c'est les vieux, ils le savent. Dès qu'on approche du bord, on sait exactement où on est. Le premier bec de canne sera pour le fils. Le père revoit ses appâts. Une bécune fera aussi l'affaire pour appâter les becs de canne. Alibi s'inquiète pour la ressource. Il la voit diminuer trop vite. Il me parle de son expérience. Le lagon, je pense que toutes les espèces sont menacées. Mais voilà, il reste ces poissons extérieurs. Mais par contre, le lagon aujourd'hui, je pense que il faudra à tout prix qu'on mette en place ce plan de gestion. Moi, j'en prélève pas mal aussi, j'en pêche pas mal pendant plusieurs années maintenant. Il m'est arrivé en un an de finir l'année avec 9 tonnes. Et 9 tonnes, c'est beaucoup. Et 9 tonnes, c'est ce que j'ai pu, on va dire que j'ai pu noter. Alors qu'il y a des périodes où on est en mariage ou en deuil, ces données-là ne sont pas comptabilisées. Aujourd'hui, on est plus on va dire qu'on est 40 pêcheurs licenciés avec une autorisation de pêche. Sur ces 40, on va dire les 1 tiers sont vraiment des professionnels qui sortent tous les jours, quand le temps le permet, bien sûr. Mais
Si on comptabilise tout ce lot de pêcheurs qui pêchent régulièrement, on dégage vraiment des gros chiffres. Des gros chiffres. Le lendemain matin, je rejoins la famille d'Alibi sur le bord de mer en face de chez eux. Ludovic prépare le feu pour un repas dominical sur la plage. Sa maman prépare les becs de canne qui vont cuire à l'étouffée sous les feuilles de cocotier. Même si le lagon reste nourricier, Alibi me parle du temps des vieux, le temps des pêches miraculeuses, beaucoup plus rare aujourd'hui dans le lagon, proche des lieux de vie. Les pêches d'hier, on ne les retrouve plus aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Je vais à la pêche, je sais que maintenant, pour aller faire du bec, mais on va très loin. Moi, à l'époque, on se déplaçait avec les vieux à la rame et on faisait des super pêches. La gestion de la ressource aujourd'hui qui est pas vraiment... On en parle déjà dans nos réunions, mais voilà, ça reste dans l'enceinte du syndicat de pêcheurs ou dans le groupement de pêcheurs. Mais j'aimerais bien que ça soit partagé dans les tribus, entre les vieux et les jeunes de la tribu. Même ceux qui ne sont pas pêcheurs aujourd'hui, mais peut-être que leur enfant demain deviendra pêcheur. Parce que à OVA, c'est rare de trouver un enfant qui n'a pas tenu une ligne. Ça, on le vit avec. On vit avec. C'est le cas pour de nombreux habitants du pays qui ont gardé ce lien à la mer, un lien vital. Je quitte OVA et la famille d'Alibi pour me rendre à l'extrême nord de la Grande Terre. Ici, une pêche vivrière est aussi au cœur de la vie de ces familles qui habitent le bord de mer d'Arama. C'est le crabe de palétuvier qui est au menu. On va le chercher dans son trou, au cœur de la mangrove, avec un simple bâton. Attention aux doigts. Le mâle sort toujours en premier. Sitôt pris, sitôt attaché. La première difficulté, c'est de les repérer dans ces eaux sombres et boueuses. Patricia m'explique comment faire. Les yeux. Il n'y a que les yeux qui sortent ou tu regardes bien, tu vois jusque la forme de la carapace. La grande sœur, là, elle est amateur des boues, elle. Parce que moi, j'ai appris avec elle comment on voit les crames dans la boue. La grande sœur, elle avait mis... Les deux sœurs ont chacune leur technique pour les attacher. L'essentiel, c'est qu'ils arrivent au fond de la marmite ou puissent être vendus. Je suis plus en sécurité quand ils sont entre chez nous que... Là, je peux mettre au ventre parce que je suis... Moi, je ne veux pas dire tous les jours crame, non. C'est quand on va à la pêche et puis on attrape les petits, allez, si on veut manger un coup de crabe, allez. Mais sinon, sur tous les poissons. Et moi, à ce moment, comme je monte souvent chez le grand frère, dans ma marmite, dans notre marmite, on a toujours nos langoustes. Quand ils ont commencé à changer les dates des rentrées, pour les enfants, là, et puis on a essayé de demander février.
Comme c'est le seul ressource des parents, des mamans d'Arama, les crams, pour pouvoir acheter du linge, des affaires pour les enfants qui rentrent au mois de février. C'est pour ça qu'on a demandé l'ouverture du mois de février. Cette microéconomie est fragile, mais bien implantée pour les populations de cet extrême nord. Depuis des décennies, on vend les crabes aux colporteurs qui sillonnent la région. On retrouvera ces habitants emblématiques de la mangrove sur les marchés et au menu des restaurants de la capitale. Le lendemain matin, au bord de la piste, j'attends le colporteur. C'est la vie de la brousse, d'une brousse isolée. Arama est loin de tout. Cet isolement a fabriqué un mode de vie, un lien à la mer plus direct. Une fois la maille minimum de 14 cm contrôlée, le colporteur paie directement les pêcheurs avant de poursuivre sa tournée. Il sera présent presque toute l'année, la pêche ne fermant que du 1er décembre au 31 janvier. Alors Antoine, 8 kilos, 6, 7, 8, Firmin, 17. C'est bon? C'est bon? Incubé. Ok, allez, ok, tout le monde, et puis bonne journée à vous. Une mer nourricière, mais aussi une mer partagée. Les fêtes liées à la mer sont légion dans l'archipel. Fête de la mangrove, fête du dawa, fête de la baleine, fête du tazar. Autant d'occasions de connaître le pays qui s'ouvre aux citadins et aux touristes. Les tribus organisent, accueillent. Je rejoins la côte oubliée. Difficile d'accès, une terre rouge, terre de nickel, cachée au sud de la côte est de la Grande Terre. Oubliée, mais qui gagne pourtant à être connue. Ce dimanche, c'est la fête du poulpe, près du village de Grand Borindi. Alors qu'une danse traditionnelle retrace dans sa chorégraphie les gestes de la pêche au poulpe, les hommes préparent le four kanak, non loin des plates au repos. Feu dans un trou dans le sol, où viendront cuire à l'étouffée les préparations des mamans qui partagent leurs recettes avec les visiteurs. De la cuisine participative. Merci. Les manières qu'on met aussi dans le four de côté, après attaché, on met dans le four. Ou bien on met dans la marmite pour bouillir. Avec les nyams aussi, les tarots d'eau, tarots. Je goûte ce moment convivial, simple. Odeurs et saveurs sont au rendez-vous. Ce partage est au cœur de la société kanak. Un partage qui s'applique aux produits de la mer. Et cette mer partagée, chacun y trouve son compte. Je quitte Grand Borindi sur cette côte oubliée pour tout haut, plus au nord sur la côte est, pour une sortie en mer plus mouvementée. Une autre forme de coup de pêche. Dans la petite marina du village, Julien et Henrik ont déjà armé le petit bateau de canne qui laisse envisager une autre quête que les petits poissons du lagon. Je suis avec des passionnés de pêche au gros. J'ai eu mon premier bateau à 5 ans. Et puis bon, je sortais avec mon grand-père, mon père. C'est eux qui m'ont appris tout ça. Et bon, c'est surtout mon grand-père au départ. Il venait me chercher à l'école tous les jours et puis on allait à la pêche, quasiment tous les jours. Donc moi je suis aquaculteur aujourd'hui. Donc je suis en mer tous les jours, je plonge quasiment toutes les semaines. Et du coup voilà, c'est mon rêve. Mon travail est en mer et ma passion elle est à la mer.
Ben aujourd'hui, pour moi, c'est plus chercher du gros thon, du maïmaï, du pélagique. Je fais beaucoup de traînes maintenant. Donc là, on va préparer les leurres, on va pouvoir lâcher. On a vu des chasses. Et pas loin du DCP. On va voir, ça doit être des maïmaï, je pense. Donc ça c'est on appelle ça, c'est comme un sandwich en fait, on met une aiguillette à l'intérieur d'un leurre et du coup ça fait presque un appât vivant. Voilà. Donc bien souvent ça mord d'abord dessus et ensuite sur les leurres. Un maïmaï est accroché. Les gestes sont précis, ça bouge pas mal sur le petit bateau. Pas forcément des conditions optimales, mais Julien n'en est pas à son coup d'essai. Donc là, c'est ce qu'on trouve de plus gros aujourd'hui. Donc c'est des cannes 130 livres qui normalement sont faites pour canner sur des sièges de combat. Bon, nos bateaux ils sont pas adaptés, donc du coup on pêche, on laisse la canne dans le porte-canne. Mais ce matin, le maïmaï est passé de l'autre côté, donc j'ai dû enlever la canne pour la passer de l'autre côté. C'est pour ça que j'ai canné un peu à la main. Et là, c'est vrai que c'est lourd, donc c'est dur. Pas cette fois. Il faut reprendre la manœuvre, ça tire fort. Cette fois, la prise est harponnée. « 17 kilos. Ouais, c'est un beau mâle. C'est un beau poisson. À tout âge, son style de pêche. Je laisse Julien à ses rêves de grosses prises pour rejoindre Paul et un coup de pêche plus tranquille. En Nouvelle-Calédonie, le coup de pêche, c'est aussi un art de vivre, une relation intime avec la nature. Un pick-up, une plate en aluminium, héritière des anciennes plates en bois et du savoir-faire, l'expérience des détails. Je prends le mémento, le calendrier, l'agenda des marées. Je sais exactement la différence qu'il va y avoir entre hier et aujourd'hui et demain pour les hauteurs de marée, parce que ça permet d'utiliser la plate dans certains endroits. Est-ce qu'il y aura assez d'eau? Est-ce qu'il n'y aura pas assez d'eau? Est-ce qu'il y en aura trop? Tous les jours, je regarde la météo pour savoir est-ce qu'il fera beau, est-ce qu'il pleuvra, ou est-ce que je peux aller à tel endroit ou un truc comme ça. Parce qu'on est dans les palétuviers, c'est pas grave, parce que bon, on est toujours à l'abri du vent. Mais c'est quand même un estuaire avec pas mal de petites branches qui donne beaucoup de possibilités et beaucoup de surface. Bon, on va chercher les crabes. Ben, je reste dans la plate et je fais tout de la plate. Mais on le voit, il suffit de bien connaître les emplacements et tous ces trucs-là. À ce moment-là, bon, ben, c'est pas facile.
mais c'est moins difficile que de faire de la pêche dans les trous à mon âge. Les balancines, bon, mais on le voit, c'est ce qui correspond en plus gros à la balance à écrevisse. Or, après ça aussi, chacun met des petites techniques, mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il peut y en avoir plusieurs. Et ça, j'ai eu jusqu'à 4 dedans. Et là, c'est un plaisir quand on essaye qu'il ne nous tombe pas dessus. La gourmandise est dans l'œil du pêcheur. En remontant les méandres bordés d'une mangrove dense, Paul place ses balancines, avec un petit flotteur accroché dans la végétation en guise de repère. Les balancines vont travailler toutes seules. On compte ici sur la viande et ses effluves pour attirer les crabes. Quelques branches de palétuvier au fond du cajot, les crabes pourront s'y cacher et perdront l'idée de chercher à retrouver leur liberté. Et puis c'est l'attente, mais une attente active. Bon, mais le temps d'être attaché en attente, qu'est-ce que je fais? Je prends une ligne franche et je la jette comme ça, avec un appât, un morceau de poisson, n'importe quoi. Qu'est-ce que tu peux choper avec ça? Là, des crabes, j'ai fait des doublés de crabes, là, loche. Loche, j'ai fait une loche une fois, 8-10 kilos, belle loche. Alors des rougets de palétuvier plusieurs fois. Mais quand ça tire fort, le nœud il arrive à péter, mais je tire, il arrive à se détacher. Tandis que là, bon, mais ça c'est la boucle de repère. Hein. Avec les vieux pêcheurs qui font ça, tous les mecs ils ont des gonds, mais tu ne peux pas travailler avec les gants. Paul connaît les lieux par cœur. Les habitants de ces canaux lui ont livré leurs secrets au fur et à mesure des coups de pêche. Ils restent là-dedans toute l'année, et là maintenant ils vont pas tarder à sortir. Et si tu veux, en fonction de la taille, les femelles sont beaucoup plus grosses, double, triple, et ils vont sortir à l'extérieur. Première prise de la journée, un brème. Petit brème, tu vois. En voilà un qui ne finira pas dans le lagon. Petite prise, mais tout ce qui se pêche sera consommé. Une règle d'or pour ces pêcheurs-là. Un baleinier va rejoindre le brème dans la glacière, et puis, au bout de la ligne franche, ça se met à tirer plus fort. Il est pris au fond. Hein. Il peut y avoir un doublé là. Hein. C'est lourd. Alors le crabe, lui qui est là, qui se promène dans les environs, il attrape et il tire. Il tire, jusqu'à un moment donné, il est tellement pris par son appât, on le voit, il suffit de le venir d'une certaine façon. Au début, il est très accroché au fond, et dès qu'il a décollé, il vient et il ne lâchera pas. Il ne lâche pas, il tient, il n'est pas piqué, mais il tient l'appât. C'est la gourmandise qu'il perd. Il n'est pas content le mec. Le crabe de palétuvier en Nouvelle-Calédonie, c'est Scylla serrata, un vorace qui ne lâche rien de ce qu'il a décidé de manger. Tant pis pour lui. Hop, là voilà. Encore un beau mon frère. Tiens, regarde ça. Voilà, ça y est, ça c'est bon. Il y a encore un gros mâle, je vois. Palétuvier. Pour mettre fin à cette attente, un rouget de palétuvier, un mets de choix pour les connaisseurs. Allez. Voilà. Il est temps d'aller relever les balancines. Toi, tu pilotes beaucoup mieux en marche arrière. Ce que tu fais directement, le propulseur il tire, tu vois.
Encore un beau mal. L'étape suivante est délicate puisqu'il s'agit d'attacher les prises pour pouvoir les transporter sans problème. À pratiquer avec prudence, les pinces sont puissantes. Le crabe comme ça, pour le bloquer d'abord. Mais comme il est grand, je fais ça, je le bloque les deux pinces. Après je le cale sur moi, il y a une façon d'attracher, et je le cale sur moi et je lui bloque la pince. Tu mets par-dessus la première pince, tu mets, et je, comme elle est là la grosse pince, hein, elle vient dans ce sens-là, je passe là, et je tourne, et je tourne, et je tourne, et d'un seul coup, quand je reviens, ça y est, c'est fini, il est bloqué. C'est la fin de ce coup de pêche dans les méandres de Tontouta. Une dizaine de crabes, quelques poissons, de quoi nourrir la famille et donner aux amis. Avec Paul, ça a l'air simple. Mais c'est sans compter avec les années d'expérience qui évitent les erreurs et les blessures. Les années qui passent ont transporté avec elles des traditions venues des temps reculés, du temps des anciens. Je suis à l'île des Pins, un joyau posé sur le lagon sud de la Grande Terre. Alors le clan de la mer, son travail c'est d'aller à la mer, prendre les produits de la mer. On va vous dire comme ça, c'est son champ. Les autres tribus ils font des plantations, les ignames et tout ce qui est... Ça fait que le clan de la mer, il va à la pêche et quand il ramène les produits de la mer, quand il arrive, il fait sa coutume. Et en échange, le cultivateur lui donne le fruit de la terre. Et déjà, le clan de la mer, il fait partie de la tribu de Bao. Dans la tribu de Bao, il y a deux clans. Il y a le clan d'Ouépéré, ça regarde 4 à 5 familles, ainsi que les enfants, quoi. Et le clan Tigré. Ça veut dire qu'on est reconnu sur ces deux noms-là, les deux clans-là, ces deux noms-là, mais avec beaucoup de familles qui suivent après. Mais toujours dans ces deux clans, vous voyez. Donc c'est ces deux clans-là qui font partie du clan de la mer. C'est la grande chefferie qui supervise cette façon de faire. Donc depuis les anciens, le clan de la mer a toujours existé, vous voyez. On s'est partagé les festivités. Ça fait que quand le grand chef a besoin qu'on aille en mer, chercher de la tortue, tout ce qui suit, il nous demande. Il demande au clan de la mer. Il ne peut pas demander au clan de la terre parce qu'on s'est réparti les tâches. Au cœur de cette tradition maritime, il y a la pirogue à voile Cougnier, le nom en langue de l'île des Pins. Elle est unique dans l'archipel. Le modèle a traversé les âges. On le reproduit en restant fidèle à l'original, à la transmission orale de sa conception. Le grand chef, il ne veut pas qu'on amène cette pirogue ailleurs que l'île des Pins. Ça reste le patrimoine de l'île des Pins. C'est ailleurs, vous ne trouvez pas de pirogue comme ça. Les temps changent, la concurrence des bateaux à moteur est rude, mais surtout l'impact de ces bateaux puissants et bruyants se fait sentir sur la pêche de proximité. La pirogue est silencieuse. Le dérangement occasionné par son passage près d'un banc de poissons les fait s'éloigner, mais ils reviennent rapidement au même endroit. Il n'en va pas de même si ce banc fuit devant le bruit d'un moteur puissant. Le récif restera sans vie pour un bon moment, inutile de revenir pour lâcher le filet. Seule concession au modernisme sur les pirogues, un propulseur de 15 chevaux les équipe. Pour le reste, la technique n'a pas changé depuis les temps anciens. Le mulet que nous cherchons aujourd'hui est un habitué de cette baie d'Oupi. Il vit toujours en bande. Par beau temps, il est facile à repérer. La surface du lagon frétille, le poisson fait des vrilles dans les remous. Un guetteur s'installe à la proue de la pirogue. À la vue du banc de poissons, on coupe le moteur et on se rapproche à la force des perches. La lourde pirogue glisse silencieusement sur l'eau.
On lâche le filet en arc de cercle à proximité du banc repéré, puis on rabat le poisson en frappant la surface de l'eau avec les perches. Durant la période de la fête de l'Igname Nouvelle, le clan de la mer a la charge de contribuer aux festivités avec cette pêche. En face, les clans de la terre auront fait leur travail en récoltant l'Igname Nouvelle, le tubercule au centre de la coutume kanak. Et on relève le filet. Peu de prise. Bonne fiche, bec de canne et quelques mulets, rien qui soit à la hauteur des attentes pour cette fête coutumière. Mauvaise pêche. La faute au bateau à moteur? Aux pêcheurs trop jeunes, manquant d'expérience? Difficile à dire, mais les temps changent. Joseph m'assure que de son côté, le clan de la mer connaît depuis toujours les limites de la ressource. À l'île des Bains, on sait faire la part des choses. On ne prend pas pour prendre des quantités énormes. On sait qu'arrivé à un moment donné, il faut s'arrêter. Les compromis entre coutume et modernité se mettent en place, petit à petit. Il faut équilibrer les soucis de préservation des espèces et le maintien de traditions ancestrales, vitales pour les cougniers. La vie moderne, avec ce qu'on a vécu avec les anciens. Déjà les mettre ensemble, parce que là, on ne peut plus reculer. Là. On est rentré dans le modernisme, ben, il faudra aller... À un moment donné, il faut qu'ils aillent ensemble. Parce que maintenant, tout le monde va maintenant dans le bateau à moteur. C'est vite fait. Et la pirogue, ben, je ne pense pas qu'ils vont garder la pirogue. Après, bon, ben, il faut voir, quoi. Mais moi, je croise les doigts pour... À quelques kilomètres plus au nord, à vol d'oiseau, je vais rejoindre Paul, qui est de nouveau de sortie, pour un coup de pêche en eau douce cette fois. Ici aussi, les choses ont changé. Les premières lueurs du jour commencent à peine à éclairer ce lac de barrage de 4000 hectares, la plus grande étendue d'eau douce du pays. La plate en aluminium, que Paul, comme beaucoup d'anciens, appelle un tollé, est bien sûr de la partie. Le barrage date de 1959. Quelques années plus tard est introduit celui qui deviendra rapidement le maître des lieux, le Black Bass. Paul le connaît bien. Il vient le taquiner ici depuis le début. C'est fini. Je pose là. Mais là où, il y a quelques années, nous aurions été une dizaine d'embarcations sur le lac, par une aussi belle matinée, nous sommes seuls. Le Black Bass est devenu rare, et il va falloir être persévérant pour en attraper. En plus, la hauteur du lac varie selon les besoins du barrage. Il est très haut en ce moment. Le poisson a de la place. Les causes de cette raréfaction sont inconnues. Ceci dit, avec ou sans Black Bass, la magie des lieux est intacte. C'est prêt, Henri? Ouais. Alors lui, il va avaler, il va attraper la tête, il va attraper par la queue. Il va en tenir, puis c'est joli à voir, et d'un seul coup, il va se promener avec, et puis d'un seul coup, et il l'engame par la tête. Ça fait que c'est pour ça qu'on met un tout petit hameçon, parce qu'il a de la chance de se faire piquer dans l'intérieur de...
Le lac, c'est spécial. Or, il y a encore quelques beaux spécimens, parce qu'il y a 2 ans de ça, j'en ai fait un de 52 cm, c'est quand même énorme. Le fait qu'il y ait moins, ce sont les passionnés qui vont. Parce qu'avant, il suffit de jeter le leurre pour que ça morde. On dit que maintenant, on va, on essaye de voir, et on n'a pas, ben on reviendra le coup d'après. Quand le lac est bas, la concentration de poissons se retrouve plus bas. Seulement, la difficulté d'accès est différente. On n'arrive plus à mettre la plate parce qu'on s'embourbe. Donc, c'est un choix. Quand c'est trop plein, c'est facile à mettre la plate à l'eau, mais alors l'ensemble est réparti sur une plus grande surface, quoi. Ça devrait taper comme la gestion, voilà. Depuis quelques années, un concurrent des pêcheurs a pris ses quartiers sur le lac. Difficile de mesurer son impact réel sur la population de black bass. Paul nous emmène sur leur site de nidification, à la cime des arbres d'une forêt noyée. Ce cormoran, ce canard japonais qu'on appelle ici, moi je le connais depuis longtemps, mais je ne pensais pas qu'il allait se développer à ce point-là. Il y a des régions autour de Nouméa, et là c'est sur le lac où on n'a pas beaucoup de poissons. On s'est aperçu les petits sont gorgés de poissons. Il fait partie de la famille des cormorans, donc c'est un hyper prédateur, un sacré pêcheur. Il pêche certainement beaucoup plus que nous. Ça va être 9h. Ça va être 9h, on va aller dans le petit lac. Laisse-le faire. Non, oui, vas-y, planche. Ah ben voilà ce qu'on était venu chercher. Bouge pas. Pose-le moi là, pose tout, je vais me débrouiller. Ah ben Henri. La taille minimum autorisée pour la pêche au black bass est de 30 cm. Ce spécimen en fait 45, assez pour un déjeuner improvisé. On va dans des petits coins parce qu'il y a de très très jolis coins dans ce lac. Toutes les sources, les petites rivières, les petits torrents qui apportent de l'eau au lac, quand on arrive dessus, on peut arriver au fond et on n'a absolument plus aucune pollution, on n'a plus de terre rouge, on n'a plus rien, on n'a que des cailloux. Et là, de prendre un petit bout de bois, de se faire là assis, tranquille, et puis refaire le monde, refaire la pêche. Une eau limpide, du poisson frais, un petit feu que l'on coiffe d'une grille qui traîne toujours au fond de la plate, c'est vrai qu'il n'en faut pas beaucoup plus pour refaire le monde. Je le croche sur un bout de bois. Enfin, le monde. Celui des amoureux de cette nature calédonienne en tout cas. Celui de ceux qui en quelques gestes savent vous faire plaisir avec peu de choses. Un coup de pêche en Nouvelle-Calédonie, c'est aussi et avant tout un coup de pêche avec des Calédoniens. Et ça, c'est peut-être plus que de la pêche. Il cuit là sur place, c'est le plaisir, puisque de toute manière, si une belle pièce sera mangée là, ou mangée à la maison, alors autant prendre notre 3-4 copains.